Bonjour à tous et bienvenue dans la Croisée des Mondes. Si pour la plupart d'entre vous, la Croisée des Mondes, c'est la saga de Philippe Pullman et cette magnifique librairie qui est au 304 rue de Belleville à Paris, et ben c'est encore une fois aujourd'hui ce podcast qu'on vous présente, que j'ai l'honneur de vous présenter. Je m'appelle San et je suis aujourd'hui avec Julien. Hello. Et Louis. Bonjour. Et comme pour le précédent, on va vous présenter en fait 3 de nos coups de cœur. Et avant ça, on va vous présenter quand même un petit peu la librairie La Croisée des Mondes. Une belle librairie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Spécialisée dans l'image sous toutes ses formes et les littératures jeunesse et de l'imaginaire. Donc de la bande dessinée sous toutes ses formes, des albums jeunesse, de la littérature jeunesse, du policier, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, et tout ça sous toutes les formes de livres et d'illustrations possibles. Ouais, du coup, j'ai absolument rien à dire, c'était juste très concis. Bon parfait, on peut passer à la suite, direct on enchaîne. Alors donc on va attaquer tout de suite avec notre premier coup de cœur qui est Kiss the Sky, par Jean-Michel Dupont et Mezzo, qui nous avait déjà livré... il y a, je sais pas quand, j'ai plus la date, mais il nous avait déjà livré en fait la biographie de Robert Johnson dans Love in Vain. C'est sûrement un des bluesmen américains les plus influents, le fameux qui a vendu son âme au diable pour apprendre à jouer de la guitare au Crossroads. Et là, c'est la biographie, c'est la première partie en tout cas, de Jimi Hendrix des années 42 à 70. 42 à 66 exactement. C'est sa période de son enfance à son départ pour Londres. Et alors si vous avez vu Love in Vain, vous découvrirez surtout le dessin de Mezzo qui est incroyable, une patte extraordinaire. Et là, les deux nous content la jeunesse un peu torturée de Hendrix dans une famille complètement décomposée avec une mère alcoolique et un petit peu frivole et un père un peu absent et assez particulier, une sorte de cliché de père des années 40-50, un peu borné et limite violent. Limite, ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais ce qui va faire perler le génie d'un Jimi Hendrix, qui va découvrir la musique grâce au cinéma et un harmonica, une guitare, une corde, que va lui offrir son père, et à toutes ces rencontres. Si vous êtes amateur de vieux rock'n'roll et de blues, on passe par toute cette découverte via Hendrix avec tous les grands noms de l'époque, B.B. King, Little Richard, les Stones, qu'on voit passer, tout son apprentissage, sa quête en fait de musique, de perfection, pas forcément d'ailleurs, cette espèce de mise en place pour devenir célèbre, mais en fait sa recherche d'une sorte de perfection et de transcender la musique. Alors c'est pas explicité comme ça, moi je le vois comme ça en tant que grand fan de Jimi Hendrix aujourd'hui, mais en fait c'est vraiment la naissance de celui qui prenait la place de tout le monde. Il admirait les plus grands guitaristes, tous ceux qu'on croise dans cet album, qui l'admireront un jour, en fait. Qui le regarderont du haut de ses 25 ans et se diront comment il fait ça. Et là, en fait, on découvre tout ce qui... En fait, c'est la première partie d'une histoire où aujourd'hui, on voit Hendrix comme sûrement un des plus grands guitar-héros de son époque et du rock'n'roll de manière générale. Mais là, la première partie de l'histoire, c'est le mec qui a fait toutes les erreurs. Il a une vie pas facile du tout, il prend beaucoup trop de place par rapport aux stars qu'il côtoie, il n'arrive pas à trouver sa place et à la garder. Et ça nous donne un album encore extraordinaire. J'avais adoré Love in Vain et celui-ci, je le trouve magnifique. Alors, coup de cœur facile, encore une fois, étant fan déjà de Robert Johnson et de Jimi Hendrix, c'était un plaisir à lire. Mais en plus, c'est le travail de Dupont et de Mezzo est génial, comme à chaque fois, en fait. Non, moi, j'avoue que personnellement, je connaissais pas du tout. Enfin, je connais les musiques composées par Hendrix. Je connais un peu son histoire, surtout le fait qu'il a appartenu, si je me trompe pas, au club des 27, c'est ça? Parce qu'il est décédé à 27 ans. Ouais, tous les rockers qui sont morts à 27 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait dépassé cet âge? Ça aurait été extraordinaire, je pense. Ouais, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on apprend énormément de choses sur sa vie, sur le quartier dans lequel il a grandi et toutes les erreurs qu'il a pu faire
mais ça l'a clairement rendu de plus en plus fort, en tout cas meilleur, c'est sûr. Et ce que j'ai personnellement adoré, sans parler du dessin qui est ultra brut, mais qui colle carrément au personnage d'Hendrix, mais ce qui est surtout, c'est limpide, c'est-à-dire qu'on comprend tout. Il n'y a pas de chichi. En tout cas, dans le dessin, c'est hyper carré, c'est un vrai régal. On apprend beaucoup de choses et comme disait Julien, ce qu'on voit en tout cas dans cette première partie, puisqu'il y aura une suite sur l'explosion de sa carrière quand il va partir à Londres, mais c'est que il s'est fait virer de certains groupes dès lors qu'il prenait trop de place et que les stars du groupe s'apercevaient que ils allaient être complètement effacés à un moment donné, quoi. Il prenait beaucoup de place sur scène, tant grâce à sa guitare électrique qu'à son charisme aussi, quoi. Ouais, puis enfin, c'est pas qu'il respectait rien, mais il était complètement à côté du système, quoi. Il se fait virer de l'armée, il se fait virer du peu de boulot qu'il trouve. Il est toujours en retard, il tombe toujours amoureux, fait toujours les trucs qu'il faut pas faire, hein. En fait, c'est l'anti-discours de Bill Gates dans un TEDx. C'est le mec qui va vous dire « J'ai fait ça, faites comme moi, vous deviendrez super riche ». Là, c'est le démarrage. Si on connaît pas la fin, on se dit faites ça et vous deviendrez jamais un grand guitariste célèbre. Ouais, parce qu'accessoirement, il passe aussi par la drogue, hein. On en parle vaguement, vite fait, mais je veux dire, c'est clair, quoi. Les peu de fois où le terme, même s'il apparaît pas explicitement, est dans une case, on comprend très bien qu'il y a touché aussi. Du coup, ouais, il y a tous les mauvais exemples pour devenir un génie et pourtant il y arrive, quoi. C'est un des points communs du personnage de Jimi Hendrix avec celui de Robert Johnson qui était dans Love in Vain. C'est que c'est deux personnages qui avaient un talent qui leur a permis de se propulser hors de ces ghettos dans lesquels ils ont vécu, mais par choix en fait et par vice aussi, ils y sont retombés, ils y sont restés. Ils n'ont jamais pu s'en élever au-delà. Et on le voit bien hein, à la lecture de Kiss the Sky, comme vous l'avez dit, il fait toutes les erreurs à pas faire. Il y en a même un certain côté comique au bout d'un moment. Ça nous fait marrer de voir que en fait, à chaque tournée, il loupe le départ du bus parce qu'il est toujours avec une fille différente pendant la tournée. C'est redondant. Et donc, il se fait toujours virer de son groupe en cours à cause de ça. D'ailleurs, c'est vrai que j'y pense. En fait, ça fait alors. Moi, j'ai lu que Love in Vain et celle-ci de Dupont et Mezzo. En fait, pour l'instant, ils attaquent qu'avec le Club des 27. Peut-être que la prochaine, ça sera Jim Morrison ou Jenny Joplin, mais ouais. J'espère. Ça pourrait faire quelque chose de pas mal, quoi. Ça serait Pensez-y chez Glénat, faire une collection Club des 27 par Mezzo et Dupont. Expliquez pas trop ce que c'est au début, hein, mais non. Faut pas gâcher la fin, quoi. Non, et puis si vous connaissez pas trop cette époque-là ou que vous êtes fan comme moi, en fait, on repasse partout. Tout ce qu'on aime et tout ce qui a fait cette époque. Là, dans celui-ci, c'est magique. En fait, on passe par tous les grands musiciens des années 60 des États-Unis, Little Richard. On passe par B.B. King, il va à un concert d'Elvis. Il y a Ike et Tina Turner. Il y a... Il croise les Stones. Il y a les Stones, il y a Curtis Mayfield. Il y a tous les lieux mythiques, en fait, qui ont fait la musique de cette époque-là. Et la composition, en fait, est géniale. C'est un des gros points de cet album encore. C'est qu'on les voit, en fait, souvent, ils sont au second plan ou au premier plan caché en bas à droite, que ce soit les lieux, des références, en fait, à toute cette époque. Et aussi à la descente aux enfers de Hendrix, en fait, qui se cache case par case, petit à petit. Mais ça, on va vous laisser le découvrir tranquillement. Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé dans cet album, c'est le côté, en dehors du monde de la musique, le côté misère sociale qui va le poursuivre. Donc on voit bien la misère de vie de quartier, il va déménager plusieurs fois, il passe un coup en famille d'accueil, un coup c'est son père qui l'a, un coup c'est sa mère qui l'a, un coup ensuite le père il revient, puis il y a le coup du beau-père qui vient là et puis qui redisparaît. Ouais. Il y a cette extrême pauvreté, ce passage super touchant que tu nous as raconté où sa première guitare, c'est son père qui l'a trouvée dans les poubelles et elle a qu'une seule corde, elle est toute défoncée de partout et le jour où il l'a, c'est le plus beau jour de sa vie. Et je crois qu'il passe pas tout de suite à 6 cordes avec la suivante. La deuxième, il y a toujours que 3 cordes ou quelque chose comme ça. Ouais, et d'ailleurs, alors anecdote pour l'histoire, qui est pas dans l'histoire parce que c'est vraiment juste une anecdote de
de vieux fans, hein. Mais en fait, à l'origine, il est gaucher, il joue de la main gauche, et en fait, il avait les cordes dans le sens d'un guitariste à droite. Il a appris à jouer à l'envers, comme ça. Oui, c'est son père qui le forçait. Ouais. Parce que c'était la main du diable. C'est ce qu'on voit dans la BD. En tout mais il savait pas en fait qu'il pouvait mettre les cordes dans l'autre sens et apprendre à jouer d'une autre manière. Et des fois, il empruntait la guitare d'autres guitaristes droitiers, il la retournait et ça passait pour lui. Pour revenir sur ces sons qui jalonnent toute l'histoire, ce qui est génial, c'est qu'à la fin, pour les connaisseurs de cette période d'Hendrix et du rock et blues jazz, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin, vous avez une liste, un glossaire de la bande son que vous voyez. En fait, vous allez voir les paroles des chansons au même niveau que les bulles avec le texte. Et du coup, vous avez tout le glossaire à la fin. Et je pense que pour les connaisseurs du genre, vous n'allez pas pouvoir vous retenir d'avoir pendant la lecture la musique qui tourne dans un coin de votre tête. Et c'est ça ce qui est génial. Ouais, ça peut être une idée de lecture aussi, c'est de commencer par ce glossaire-là. Vous faites une petite playlist sur Deezer ou Spotify et vous lancez ça. Moi, en le lisant et après, je crois que j'ai écouté du Hendrix et du Curtis Mayfield pendant une semaine. Facile. Bon, j'en écoute tout le temps, mais là, ça m'a bien pris quand même. Hein. Et non, c'est... Encore une fois, on attend la partie... Enfin, j'attends la partie 2. On attend la partie 2 avec impatience. C'est assez fou. Je trouve ça encore une fois génial, ce qu'ils ont fait. Et de manière encore plus géniale, puisque c'est le mot, en fait, Dupont et Mezzo seront en dédicace à la librairie. Et ça sera le 10 décembre, le samedi 10 décembre à 16h30. Du coup, pensez-y, quoi. Ça peut être pas mal d'avoir une super dédicace et de pouvoir discuter avec ce duo de folie. Donc, notez-le bien dans vos agendas. Et puis, voilà, c'était Kiss the Sky de Dupont et Mezzo. C'est chez Glénat. Un magnifique album Purple Haze et Black. Et franchement... Et format vinyle. Format vinyle. Comme une pochette de vinyle. C'est un vinyle. Et si que vous... Toujours à la bourre, moi. Que vous soyez fan de cette époque ou pas, je vous le conseille absolument. Maintenant, ça va être un des coups de cœur de Louis, qui est une BD chez Dargaud qui s'appelle Furieuse. Ouais, Furieuse. C'était super bien, Furieuse. Une BD écrite par Geoffroy Monde et dessinée par Mathieu Burnia aux éditions Dargaud. Avec Furieuse, moi j'ai retrouvé un petit peu du plaisir de lecture que j'avais eu en lisant Podom. Relecture, comprenez par là une relecture d'une histoire classique, mais version moderne, version humoristique, version féministe, enfin version 21e siècle, quoi. Donc, avec Furieuse, ce qui est revisité, c'est la légende arthurienne. Et on va suivre l'histoire d'Isabelle, qui est l'une des filles du roi Arthur. Mais le roi Arthur, il a tout conquis, il a Excalibur à ses côtés, en tout cas l'épée de légende, et il règne dans son château, mais il est complètement corrompu par le pouvoir, par un certain côté obscur qui s'est emparé de lui, et il est devenu méconnaissable. Il est obèse, il bave, il vomit, il est alcoolique, une créature répugnante. Et cette créature répugnante a décidé de marier Isabelle et de la donner en cadeau à un duc de sa baronnie. Isabelle, évidemment, elle n'est pas très enchantée et elle va monter un plan pour dérober l'épée de légende et s'échapper de ce château, comme l'avait fait sa grande sœur avant elle, pour laquelle le roi Arthur avait les mêmes projets et qui donc s'est enfuie elle aussi pour les mêmes raisons. Isabelle, elle a entretenu une correspondance épistolaire avec sa sœur qui lui vante les mérites de la belle vie qu'elle a en dehors du château. Et Isabelle veut aller la rejoindre. Et c'est ainsi que commence un voyage plein d'aventures, de rebondissements, d'une cruelle vérité aussi qui va apparaître aux yeux d'Isabelle, elle qui n'était jamais sortie du château et qui va découvrir que la vie en dehors du château, elle est très dure et très, très cruelle, pleine de faux semblants et de désillusions. Mais malgré ce contexte, en fait, le récit, il fonctionne très bien, il est plein d'humour, notamment grâce au personnage de l'épée de légende qui est extrêmement loquace, qui a tout le temps quelque chose à dire, qui est perfide aussi, hein, on va pas se le cacher, et qui fait tout le sel du récit. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Elle vous a plu Excalibur ? Elle est géniale, Excalibur.
Même si elle est jamais nommée d'ailleurs. C'est ce qui est drôle, c'est qu'on parle, on se doute que c'est Excalibur, mais on parle toujours de l'épée. Voilà, l'épée d'Arthur. Ouais, elle est drôle, elle est manipulatrice et en fait, bah, on se fait avoir comme Isabelle se fait avoir, quoi. C'est ça ce qui est fun. Non, mais c'est un super récit d'aventure et super drôle. En fait, ça mélange, ça a un côté. Enfin, moi, j'aime bien le côté en fait à la fois BD. Enfin, en dessin, ça fait BD humoristique. Ça fait jeunesse, mais en fait, l'aventure est complètement folle. C'est super bien raconté, c'est très drôle et c'est ultra dynamique. C'est assez génial, quoi. Et alors, ça fait jeunesse, mais ça ne l'est pas. Hein. Complètement du pas. tout. C'est ado. Ouais, voilà, adulte. voilà. En fonction de l'éducation que vous donnez à vos enfants, à partir de 12-14 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Pas avant, quoi. Clairement, si on se pose la question, pas avant. Ouais, c'est une super revisite féministe avec des personnages hauts en couleur et on n'imagine pas où ça va. C'est ça ce qui est génial, c'est qu'on part vraiment à l'aventure et on est à l'aveugle. Isabelle, elle prend les devants, elle se barre de chez son père avec l'épée, elle le laisse complètement bourré par terre et en fait elle va retrouver sa sœur, mais elle va vivre des trucs tellement fous que ça va nous ouais, on va changer de plan d'existence sans en dire trop et il va surtout falloir faire attention à elle et surtout au fait que faut pas que le pouvoir lui monte trop à la tête, quoi. C'est vrai que c'est difficile en fait de trop en raconter. Ouais. Enfin, de trop parler de la BD sans en dévoiler. En fait, il y a tellement de rebondissements dans l'histoire, parce qu'on croise Merlin, plein de personnages en fait. Et il y a une évolution, en fait, on part d'une sorte de simple aventure d'une jeune fille qui fuit, en fait, une sorte, l'oppression paternelle typique. Hein. Ouais. Mais en fait, ça va tellement loin, c'est tellement génial, c'est complètement épique et complètement barré, c'est top. C'est une quête d'émancipation, c'est un voyage d'apprentissage où le personnage va se construire et se découvrir et se forger tout au long de son aventure. Et en même temps, c'est un récit d'aventure magique et de baston, parce qu'il y a quand même de la baston. Ça tabasse. Hein. Il y a du pouvoir. Et, elle a une épée magique, quoi, les gars. Ouais. Et les personnages gâchent bien leur jeu. Et puis, ils sont drôles, hein, parce que Isabelle, elle a un regard super expressif. Hein, on le voit sur la couverture avec ses yeux tout ronds. Mais elle tape des têtes qui peuvent parfois faire penser à des expressions de manga quand les personnages font preuve de tel ou tel sentiment et que c'est accentué par le dessin. Et puis il y a le personnage du valet du duc là, j'ai plus son nom. Ouais, c'est Claude, quelque chose comme ça. Ouais. Et Claude qui a tombé par terre, qui est super drôle et parce qu'il est dégueulasse et repoussant, il en est drôle. Il a des scolopantes qui se baladent dans son nez. Et puis il fait quand même débile, quoi. Il fait et vraiment il fait pas idiot, très fut-fut, il est, effectivement. Et puis il parle pas, il est muet. Il y a beaucoup de bêtises en fait dans Furieuse et on a l'impression que tous les personnages sont bêtes à part Isabelle presque. Et c'est parce qu'ils sont tous absurdes. Ils sont en fait leur vice est poussé à leur paroxysme. Du coup Arthur qui est alcoolisé 24 heures sur 24. Bon, on comprend bien le personnage, quoi. Il est au bout de sa vie déjà, quoi. Et quand il aligne 3 mots, il fait preuve d'un effort insurmontable. Après il fait une sieste, quoi. Mais ils sont tous poussés. Ouais. Il y a qu'elle qui finalement a l'air tout à fait saine d'esprit, normale. Voilà, elle cherche juste sa place dans ce monde complètement fou, quoi. Et elle nous embarque avec elle, vraiment. Non, c'est complètement barré. C'est le dessin, moi je le trouve génial. C'est ultra bien composé, les décors, tout. Franchement, c'est top. Ouais, c'est de la belle heroic fantasy, quoi. Ouais, une histoire complète en un seul tome et qui, encore une fois, fait l'unanimité de l'équipe de la Croisée des Mondes. Et ouais, donc c'était Furieuse de Geoffroy Mond et de Mathieu... Désolé, hein. Burnia. Ouais, je l'ai mal écrit, je suis désolé. Et c'est chez Dargo. Et vous pouvez la repérer assez facilement. En fait, vous verrez une sorte de jeune fille apeurée avec une épée en flammes et l'enfer se desservir, s'ouvrir derrière elle. Et vous pourrez regarder aussi sur notre compte Instagram ou Facebook un coup de cœur qu'on a fait dessus avec pas mal d'illustrations disponibles pour vous faire une idée. Et on enchaîne avec le troisième coup de cœur pour cette session, c'est Reaper.
Ouais, Reaper, c'est pareil, c'est un coup de cœur unanime. Là, on rentre dans un autre format. C'est tout simplement le manga et plus particulièrement le shonen. Reaper, c'est un manga dessiné et créé par Geronimo Sejudo aux éditions Ankama. Le premier tome est sorti en juin 2022 et on s'est régalé. L'histoire, c'est du post-apo. Le post-apo, suite à un cataclysme, en fait, on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, mais il y a 20 ans, en fait, l'air est devenu irrespirable et du coup, ça a tué la plupart de la population humaine et des animaux. En même temps, il y a eu des bêtes qui s'appellent les Wendigo qui ont débarqué et qui cassent un peu tout, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un humain qui débarque, ça dégénère et c'est la baston. Et dans ce monde complètement fou, il y a un jeune homme qui s'appelle Junk qui vit dans une ville complètement détruite, un peu à la Mad Max. Qui survit, qui a aucun souvenir d'avant ses 10 ans et qui survit avec un raton laveur bleu qui est très rigolo, qui s'appelle Crappy, qui pète tout le temps et qui n'est autre que sa conscience, un peu à la manière de Jiminy Cricket. C'est-à-dire que Junk, dès qu'il a il a envie de faire un truc, il le fait, même s'il risque de crever au détour d'une tour. Et dans ce contexte-là, il va finir par rencontrer les Reapers. Les Reapers, comme le titre l'indique, sont les héros de l'histoire. Il s'agit d'un groupe d'humains qui a survécu grâce à l'aide d'un gourou. On va apprendre plein de choses au fil des volumes, je suppose. Mais grâce à ce gourou, ils ont la capacité de pouvoir respirer dehors, car ils ont quelque chose dans leur sang qui les transforme. Alors, pas comme des Bioman ou des Power Rangers, mais un peu à la manière de Saint Seiya ou autre. C'est-à-dire qu'ils font appel à leur pouvoir et apparaît sur eux une carapace ou une combinaison qui leur donne des super pouvoirs et qui leur permet de respirer. Et dans cet environnement-là, c'est plus que nécessaire. Voilà pour l'histoire. Je me suis régalé avec ce titre. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Depuis le premier jour de sa sortie, on s'éclate à le vendre. C'est du shonen. Pour moi, c'est ça. C'est l'archétype du shonen. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas lu un truc comme ça. C'est un hommage à tous les One Piece et les Dragon Ball. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est un Français qui a écrit ce truc. Et ouais, j'ai pris une claque au niveau du dessin. Je laisserai mes copains en parler, mais le dessin, il est hyper dynamique et c'est fou, quoi. Tout est ultra bossé en termes de dessin, c'est magnifique. En termes de découpage, c'est ultra dynamique, c'est ultra lisible pour les combats. On reste dans du shonen, hein. Un des éléments principaux, c'est ça en fait, et tout. Les designs des armures, les méchants sont un petit peu glauques, mais c'est des méchants, hein, au bout d'un moment, faut pas déconner. Et tout. Il y a des scènes d'action qui sont magiques. En fait, c'est un archétype du shonen, mais il a pris le meilleur. Il s'est inspiré des meilleurs et tout est bon. Et c'est plein de promesses. Il le fait très bien à la manière de son prédécesseur Tony Valente, aussi édité chez Ankama, qui a été vraiment le carton du manga français qui s'est fait connaître après au Japon et sans doute ailleurs. Mais qui font partie de ces auteurs où si on ne vous dit pas qu'ils sont français, vous le voyez pas au premier regard et vous avez l'impression vraiment d'être devant un manga qui vient du Japon. Tellement les codes sont bien respectés, tellement la mise en scène est dynamique, le sens de lecture, rien à reprocher, les combats d'une fluidité incroyable. On s'éclate en le lisant et pourtant, contrairement à certains mangas, on va pas le lire super vite. On va pas le lire en une petite demi-heure. Non, nous on a tous passé plus d'1 heure, 1h30 parfois dessus, sur un seul tome, parce que c'est dense, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup d'informations qui vous sont communiquées. L'univers qui est présenté dedans est ultra fourni. C'est le premier tome, donc il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui se mettent en place. Voilà, on a envie d'aller les découvrir et de savoir ce qui se cache derrière, parce qu'on est comme Junk, en fait. On connaît pas ce monde-là. Et la petite lucarne qui vient de s'ouvrir avec ce volume 1, elle est... En fait, on a envie de
on a envie de tout savoir. On en veut plus. Ouais, l'intrigue, en fait, elle est déjà lancée. On a déjà des centaines de questions. Et pourtant, c'est hyper dense. Et il y a quand même de l'équilibre entre les données qu'on peut lire dans les cases et le dessin, quoi. Il y a des doubles pages où il met des patates. Elles sont impressionnantes, quoi. La double page de la patate. Ouais, celle-ci, comme... Et puis il y a l'humour débile qu'on retrouve dans la plupart des shonen. Il y a toujours un personnage, soit une mascotte, soit un personnage ridicule qui est là pour faire rire. Bah là, on sait que c'est Crappy, le raton laveur bleu, qui passe tout son tome 1 à lâcher des petits pets, des petits proutes à droite, à gauche, sur le bord des cases, pendant que les personnages sont en train de discuter de trucs importants. C'est ça. Et encore, l'archétype du shonen, il a toujours la dalle, quoi. Et à chaque fois que ça dégénère, c'est parce qu'il a tiré un truc à bouffer, quoi. Tout le temps. Et au-delà de tous ces archétypes, en fait, il y a beaucoup d'idées originales, comme en fait les armures qui sortent des personnages. En fait, ils ont tout dans le sang qui va se. En fait, ça te donne des pouvoirs ultra organiques, ce qui est assez génial. Des pouvoirs qui viennent la plupart des insectes. Hein. Ouais, ils ont des formes, en fait, les armures ont des formes de scarabées, d'abeilles, de libellules. Ouais, tout ça, moi, ça m'a fait penser à Terraform Mars, qui bossait un petit peu sur le même principe, où on va choper les gènes de tel ou tel insecte pour les faire fusionner avec le génome humain pour en tirer des pouvoirs qui cassent tout, alors que des insectes, bon, normalement, c'est tout petit. Mais eux, c'est pas grave, ils sont à l'échelle humaine, alors ils sont ultra balèzes avec leurs pouvoirs. C'est assez fun et jouissif à lire. Je me barre parce qu'en fait, ils ont dû m'expliquer 3 fois que c'était des histoires de scarabées et tout, qui se transformaient. Et en fait, j'avais pas compris. Il a fallu qu'on en discute pour que je voie les liens avec les insectes, quoi. Il a fallu qu'on lui mette l'image du héros en armure et un scarabée à côté. Ça ressemble à un scarabée. Oh merde, ça ressemble à un scarabée. Ah bah oui, c'est vrai. Hein. Voilà. Ça m'a pas empêché de kiffer le manga. Hein. Vraiment, c'est un vrai kiff. Alors, on a hâte de voir la suite. C'est censé sortir quand? En début d'année 2023, c'est ça? Début 2023, je dirais au mois de janvier 2023, mais s'il ne le repousse pas à nouveau. On sait pas. Après beaucoup d'attentes, une belle promesse, une belle série qui démarre. On espère avoir la suite assez vite et que ça continue sur ce niveau-là, surtout. Et même si on attend, c'est pas grave. Je veux dire, la promesse est tellement folle. Je vous dis, l'intrigue est déjà lancée et on attend qu'une chose, c'est de lire la suite, quoi. C'est du vrai bonheur. Et c'est français. C'est français, on ne le répétera pas assez. Mais il y a de plus en plus de mangas français qui éclosent ces derniers temps, principalement ces 2 dernières années. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a de plus en plus de meilleurs, hein, bien plus qu'il y a quelques années où les mangakas français, on pouvait les compter avec 3 doigts à tout casser. Ouais. Ils étaient tous chez Pika, non? C'est probable, ouais. Non mais voilà, là c'était Reaper, c'est vraiment un bon conseil en manga si vous cherchez une petite série à démarrer et que vous avez envie si vous avez envie de quelque chose de prometteur et de qualité, en fait. Ouais, pour tous les âges en plus, ça qui est cool. À partir du moment où on peut lire du shonen, on peut lire Reaper, quoi. Et ben voilà, pour nous c'est terminé pour cette session-là. N'hésitez pas à suivre nous déjà pour commencer. La Croisée des Mondes, c'est au 304 rue de Belleville, vous pouvez pas vous perdre. Et sur les réseaux sociaux aussi, suivez-les sur Instagram, ils postent des coups de cœur très souvent. Instagram, Facebook, Libri, La Croisée des Mondes, on a le site internet, ou sinon vous pouvez très bien venir discuter avec nous. En live aussi, on aime beaucoup partager, comme vous avez pu le constater. N'oubliez pas aussi que le 10 décembre à 16h30, on recevra en dédicace Dupont et Mezzo pour l'apparition de leur nouveauté Kiss the Sky chez Glénat. Et des bisous à tous et à bientôt. Salut. Salut, à bientôt.